Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Chers amis, bienvenue dans ce 69e et avant-dernier épisode de Rideau Rouge. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver comme chaque lundi, encore plus quand je sais que nos petits rendez-vous hebdomadaires arrivent à échéance. Le premier épisode du podcast Mimesis sortira le lundi 27 mai à 8h et j'espère que vous serez toujours aussi nombreux au rendez-vous pour découvrir ce nouveau format plus axé sur le mouvement et la pratique physique. Mais nous n'y sommes pas encore. Il reste encore quelques scènes avant de tomber le rideau et pas des moindres, puisque mon invité du jour est une personne pour laquelle j'éprouve une sincère admiration. David Guyon est avocat au barreau de Montpellier depuis 2017. Il a ouvert son cabinet en 2020 et intervient principalement en droit public, droit de l'urbanisme, de la construction et de l'immobilier. Ayant à cœur la défense des libertés fondamentales de tous les citoyens, Maître David Guyon s'est activement engagé dans la lutte contre les mesures liberticides prises pendant la crise sanitaire. Depuis plus de 2 ans, il mène de nombreux recours pour des citoyens, des restaurateurs, des discothèques ou encore des gérants de salles de sport. Maître David Guyon, bonjour, c'est un plaisir et un honneur de vous recevoir ce matin sur Rideau Rouge. Comment allez-vous ? Bonjour, enchanté, je vais très bien, j'espère que vous aussi. Oui, je suis vraiment très content de pouvoir discuter avec vous avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Donc voilà, pour le dire aux auditeurs, même si certains le savent, vous êtes l'avocat que j'ai consulté au lancement du Bazar Culturel il y a de ça quasiment 2 ans maintenant. Et aujourd'hui, c'est le dernier, en tout cas l'avant-dernier épisode de Rideau Rouge dans ce format. Donc voilà, la boucle est bouclée. C'est assez intéressant de pouvoir finir par vous, entre guillemets. Donc voilà, c'est doublement un podcast que je trouve satisfaisant. D'accord, vous me l'apprenez, parce qu'effectivement, je me disais bien que votre nom me disait quelque chose, et donc c'est bon, je raccorde les wagons. Ouais, le centre culturel itinérant, voilà. C'est ça, mais C'était oui, je me moi. Donc rappelle. le projet existe encore, il continue, Et tout tourne très bien. qu'est-ce qui va devenir après ces derniers épisodes? Alors, le Culture Truck, lui, il continue, hein, il a une vie par ailleurs. Après, c'est le podcast qui, lui, va s'arrêter, qui va se transformer, en fait, un petit peu. Voilà, il y a un nouveau podcast qui va démarrer sur un nouveau format à partir, qui va commencer là dans 15 jours, au moment où l'épisode sort. Donc voilà, ça évolue. La vie du bazar culturel évolue, il y a des choses qui changent. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un chapitre un petit peu qui se clôt avec vous, donc c'est plutôt chouette. Eh ben, ravi de faire partie de ce chapitre. Alors, avant qu'on démarre, j'ai une petite question pour vous. Ah, ça commence fort. Est-ce que vous pouvez raconter votre souvenir le plus ancien? Oui, en tout cas un des plus anciens. Je suis dans un parc avec mes parents et je perds mes parents. Et donc c'est un couple avec de très jeunes enfants, je dois avoir 3 ans, qui me retrouve et qui va donc se promener avec moi dans le parc pendant que je suis en pleurs pour retrouver mes parents. Voilà, ça c'est un de mes plus anciens souvenirs. Ok. Waouh. Ok. Et vous les avez retrouvés tout de Je les suite ai après? retrouvés. Je les ai retrouvés plusieurs minutes après, qui ont paru être une éternité, mais je me rappelle que c'est un Ouais. souvenir qui m'a marqué. Effectivement, j'étais seul dans ce parc et heureusement, j'ai trouvé des gens adorables qui m'ont aidé. Donc, comme quoi, il n'y a pas que des gens mal intentionnés. Donc, merci à eux. Je ne sais pas s'ils se reconnaîtront dans ces propos. C'était d'Abourges, je pense. Donc, voilà. Ok. Bon, ça, c'est une histoire qui finit bien. C'est chouette. Oui, heureusement, sinon je ne serais pas là, hein. Est-ce que vous pensez qu'une loi comme celle qui a permis la suspension des soignants était possible avant que ça n'advienne? Alors, possible, tout est possible, hein. Les lois sont faites par les hommes, donc à partir de ce moment-là, tout est possible. En revanche, est-ce qu'elle aurait été validée par toutes les instances judiciaires nationales? Ça, c'était une autre question. Et je pense que avant que le gouvernement l'envisage, je suis pas certain qu'on aurait pu considérer qu'une telle loi avec de telles restrictions aurait pu être considérée comme légale. D'ailleurs, si on se rappelle un petit peu à l'époque, ils y sont allés par petites touches.
C'est-à-dire qu'on a rendu d'abord possible le principe du pass sanitaire en disant oui, mais c'est circonstancié dans le temps, dans l'espace et par rapport à des activités très précises qui sont notamment les voyages, lorsque vous allez voyager dans d'autres États, et les événements de plus de 1000 personnes. Donc on me disait, compte tenu du caractère très circonstancié et très circoncis de ce pass sanitaire, il n'y avait pas de problème. Et puis, on a bien compris qu'il y a une accoutumance à la restriction, qu'il est facile d'invoquer une urgence, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que l'urgence, si ce n'est qu'une situation déclarée comme telle sur la base de critères subjectifs et évolutifs qu'est le gouvernement, c'est ça une situation d'urgence. Donc, à partir de ce moment-là, on va dire, tout a été rendu possible, mais bien évidemment que je pense que notre gouvernement lui-même s'est posé la question de sa légalité, parce qu'autrement, il l'aurait instauré dès décembre 2020 et il n'y serait pas allé petite touche par petite touche. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui du combat? Parce que pour le coup, c'est quelque chose que vous avez continué, vous, de suivre pendant tout ce temps. Moi, je regarde un petit peu de temps en temps les vidéos sur votre chaîne et c'est un combat que vous avez pas lâché, vous avez pas lâché. Donc déjà, rien que pour ça, merci à vous. Voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on en est dans la phase d'indemnisation et de réparation. C'est-à-dire qu'on a combattu tous les textes qui sont intervenus entre le 14 mars 2020, le moment où on va fermer les premiers lieux de convivialité. Vous vous rappelez, on est samedi, en plein milieu de la soirée, on explique à des restaurateurs, à des hôteliers, à des boîtes de nuit que ce soir ils ferment. Donc ça, c'était assez brutal, mais finalement, ça représente un peu la manière dont les choses se sont déroulées pendant les mois et les années qui ont suivi. Et puis, à partir donc du 15 mars 2022, vous avez eu une suspension de toutes les mesures restrictives de liberté à destination du grand public. Donc, le pass vaccinal a été levé et quasiment toutes les autres restrictions, port du masque et autres, ont été levées en même temps. C'est ce qui a d'ailleurs permis à la population de penser qu'au moment des élections présidentielles, finalement, toutes les mesures sanitaires avaient pris fin. Sauf que c'était oublié, bien entendu, les soignants qui, eux, sont restés suspendus jusqu'au 15 mai 2023. Et donc, depuis le 15 mai 2023, on peut considérer qu'en effet, il n'y a plus de mesures restrictives de liberté tirées de la crise sanitaire. Alors, ces mesures, elles ont bien entendu laissé des conséquences qui ont été assez dramatiques. Aujourd'hui, donc, l'intégralité des recours que nous engageons, ils sont de différents ordres. Les soignants, libéraux, agents publics, salariés, qui sont dans des recours indemnitaires aujourd'hui. J'en ai plus d'une centaine partout en France. Ce sont également les entreprises qui, entre le 15 mars 2020 et le 15 mars 2022, ont vu leur activité économique être impactée par les mesures sanitaires qui ont été prises et dont la mesure la plus symbolique, c'est notamment la souscription d'un PGE. En d'autres termes, on vous contraint finalement par les mesures administratives à vous endetter. Et puis après, on vous laisse à votre charge le soin de rembourser la dette que vous avez été contraint de contracter pendant la crise sanitaire. Et puis vous avez aujourd'hui une nouvelle catégorie qui sont les victimes d'effets secondaires, qui concrètement, sans avocat, ont très peu de chances d'être indemnisés parce que, encore une fois, il faut connaître le bon avocat, le bon médecin, capable de pouvoir se prononcer sur chacun de vos postes de préjudice et d'être en mesure de vous permettre d'avoir la plus grande indemnisation. Alors, vous me direz, oui, mais une indemnisation, ça ne vous donne pas la vie et ça ne vous répare pas votre préjudice véritablement, parce que si vous êtes lourdement handicapé, vous restez lourdement handicapé. Oui, mais c'est toujours plus facile d'être lourdement handicapé avec effectivement une somme d'argent vous permettant peut-être d'avoir une tierce personne qui va pouvoir vous aider ou de pouvoir adapter votre appartement que d'être lourdement handicapé et en plus sans aucune indemnisation. C'est quand même la pire des situations. Donc aujourd'hui, on a ces trois recours qui sont au tout début effectivement de leur cheminement et qui, vous l'aurez compris, sont très loin d'être terminés puisque aujourd'hui, les juridictions administratives ne se prononcent pas sur la question de l'indemnisation des soignants, mais également des professionnels qui ont été contraints de souscrire de la dette. Et pour les victimes d'effets secondaires, on est encore dans une période où les pouvoirs publics sont en une pleine négation de l'existence même d'effets secondaires. Donc naturellement qu'on est au tout début d'un combat. Et ce combat risque d'être très long. Et puis surtout, je me demande s'il a les moyens d'aboutir.
Je vais prendre un autre exemple pour faire le parallèle. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a quelque temps au Sénat, il y a eu un débat sur la réparation des personnes qui avaient été condamnées pour homosexualité jusque dans les années 80. Donc, il faut savoir qu'à l'issue du régime de Vichy, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'homosexualité n'a pas été dépénalisée euh, parce que les sénateurs l'ont voulu comme ça, hein. Donc, ça a été inscrit. Donc, on a démarré la Cinquième République avec toujours l'homosexualité qui était pénalisée. Ça a duré jusque dans les années 80. Et donc là, récemment, donc on est en peut-être début 2024, fin 2023, je ne sais plus exactement, au Sénat, il y a eu cette question, comment est-ce qu'on fait pour dédommager les personnes qui ont été condamnées pour homosexualité? Et la réponse d'Éric Dupond-Moretti, ça a été de dire, ah bah oui, mais c'est tellement loin dans le temps maintenant que pour retrouver les personnes, il faudrait quasiment qu'elles se désignent d'elles-mêmes, c'est un travail colossal, nous, on n'a pas les moyens de le faire. Et donc au final, bah, c'est un petit peu tombé à l'eau. Enfin voilà, il y a eu en fait, ils se sont rachetés une conscience, eux, sénateurs, mais les personnes, la réparation, elle n'a pas vraiment eu lieu. Est-ce que c'est pas ce qui risque de se passer dans le cas du Covid et dans le cas des soignants suspendus? Alors, je vous ai donné un contre-exemple. Les harkis. Les harkis ont fait l'objet d'une loi d'indemnisation pour les conditions indignes dans lesquelles ils ont été accueillis à la sortie de la guerre d'Algérie. Pourquoi les harkis ont obtenu ces lois et pourquoi les homosexuels n'ont pas obtenu cette loi? Ah, je vais vous le dire, hein, c'est le lobbying. Est-ce que vous faites partie d'un groupe d'intérêt suffisamment motivé pour réussir à retourner autour de votre cause plusieurs parlementaires? Si vous êtes capable de faire ça, alors oui, vous serez indemnisé. Je ne suis pas certain qu'effectivement, les homosexuels qui auraient souhaité être indemnisés sont capables de réunir suffisamment de personnes autour de cette cause pour en faire finalement un nouveau combat politique qui, à juste titre, hein, devrait effectivement leur permettre d'avoir une indemnisation. Si les harkis ont réussi, c'est parce qu'effectivement, ils sont extrêmement solidaires, qu'ils sont soudés, structurés, et que depuis de très nombreuses années, énormément d'entre eux ont engagé des recours indemnitaires à l'encontre de l'État, si bien qu'en 2018, effectivement, il y en a un qui a fait reconnaître la responsabilité pour faute de l'État dans les conditions indignes dans lesquelles les harkis avaient été accueillis sur le territoire français. Donc non, il ne faut pas considérer que la non-indemnisation est une fatalité. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des choix. Et donc, c'est la même chose aujourd'hui pour les soignants. C'est quelle est votre volonté et votre capacité à vous réunir, à faire entendre votre voix et à faire pression pour qu'à un moment donné, il y ait une indemnisation. On est allé au Sénat déjà au mois de novembre. J'ai eu la chance et le plaisir de pouvoir y prendre la parole. J'ai porté la voix des soignants suspendus. Et effectivement, je pense que ce n'est que le début d'un combat parce qu'il y a une situation qui était anormale, qui est à tout du moins injuste, qui est légal, puisque effectivement, qu'est-ce que la légalité? Là, c'est le fait d'être conforme aux règles qui leur sont supérieures. Et aujourd'hui, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, quoi qu'on en pense, ont validé toutes ces mesures. Mais bien que légales, elles restent injustes. Et aujourd'hui, se pose encore la question, bien entendu, de leur conventionnalité, c'est-à-dire de leur conformité aux conventions internationales, notamment à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, ces recours sont toujours en cours d'instruction, sont toujours en train d'être jugés. Et donc pour moi, je ne perds pas espoir. Parce que, comme tout scandale sanitaire, une solution favorable interviendra toujours à force d'un long et douloureux combat. Évidemment, parce que pour faire admettre la vérité, il faut toujours passer par trois phases. La première phase, elle est niée avec effectivement moquerie. La deuxième phase, elle est combattue avec véhémence. Et la troisième phase, elle est reconnue comme étant une vérité depuis toujours. Eh bien, nous sommes peut-être aujourd'hui, avec notamment à l'heure à laquelle on est en train d'enregistrer, dans la phase où on va combattre avec véhémence ces idées, d'où l'interpellation effectivement de Marc Doyer hier à son domicile à la date à laquelle on enregistre cette vidéo. C'est effectivement la démonstration que ce pouvoir a peur des idées qui sont véhiculées par les soignants suspendus. Qu'est-ce qu'elles sont, ces idées? Bah, c'est des idées d'humanité. C'est l'incarnation de l'humanisme. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas au bord de la route quelqu'un mourir de faim parce qu'il n'est pas d'accord avec vous. La loi du 5 août 2021, c'est la négation de l'humanisme. C'est la négation de la solidarité. C'est la méconnaissance de tout ce qui fait que la France est ce qu'elle est. Liberté, égalité, fraternité.
Il n'y avait plus de liberté puisqu'il y avait un pass et il y avait effectivement une obligation vaccinale qui était en réalité une injection forcée. Il n'y avait plus d'égalité, puisqu'en fonction de votre statut vaccinal, vous aviez plus ou moins certains droits et vous pouviez être considéré comme un sous-homme parce que vous n'étiez pas vacciné et on pouvait vous faire quasiment tout ce qu'on souhaitait vous faire. Et il n'y avait plus non plus de fraternité puisqu'il n'y avait plus de solidarité. Vous n'aviez pas droit à l'allocation de retour à l'emploi, vous n'aviez pas le droit aux minima sociaux et finalement, personne n'en avait rien à faire puisque finalement, c'était votre choix, il fallait l'assumer. Bon, bien entendu, vous l'aurez compris, c'est extrêmement problématique quand même par rapport à l'avenir des libertés fondamentales qui aujourd'hui sont malheureusement des libertés facultatives. Est-ce que au sein des pouvoirs publics, on vous répond pas qu'il est temps de tourner la page? Alors, c'est pas tant de tourner la page, c'est qu'on a des personnes qui découvrent la question des soignants suspendus. Ah bon, il y avait des soignants suspendus. Voilà, c'est ça qui me fait peur. C'est pas le fait qu'on nous dit de tourner la page, c'est qu'il y a encore des gens en 2024 qui découvrent la situation des soignants suspendus. Il y a encore des gens qui en 2024, alors qu'ils sont effectivement font partie du corps médical, découvrent qu'il existe des effets secondaires. J'ai des discussions complètement lunaires avec des personnes qui me disent, ah bon, il y avait des effets secondaires. Voilà, ces personnes travaillent dans le milieu médical. Donc, bien évidemment, je pense que on a des mondes parallèles qui ne se côtoient pas, qui n'échangent pas. Et la grande tristesse que j'ai effectivement par rapport aux soignants suspendus, c'est qu'on ne réussit pas à faire connaître la voix des soignants suspendus au-delà du cercle des soignants suspendus. Et c'est ça qui est, à mon sens, le plus douloureux et le plus difficile à admettre. Donc non, il n'est pas temps de de tourner la page, il est surtout temps de se structurer, de se faire entendre et de faire connaître la voix des suspendus qui aujourd'hui est restée bien silencieuse malgré tout. Il y en a qui ont changé de travail entre-temps, il y en a aussi qui ont certainement repris leur activité. Est-ce que vous avez des chiffres, même s'ils sont pas complets, est-ce que vous avez une idée du nombre de soignants qui ont repris leur travail après la levée de la suspension? Et non, on n'a pas de chiffres, parce que même le gouvernement n'a pas de chiffres. Les seuls chiffres que vous avez, c'est 0,3% des agents publics, des salariés et des libéraux qui ont été suspendus selon les chiffres du gouvernement. Mais quand vous allez consulter effectivement les chiffres du gouvernement, vous constaterez que ça ne prend pas en compte effectivement toute une série de situations comme ceux qui n'ont pas renouvelé, ceux qui ont démissionné, ceux qui se sont fait faussement vacciner, ceux qui ont été rétablis, etc., etc. Donc en fait, c'est des chiffres dont de l'aveu lui-même du gouvernement sont imparfaits et ne permettent pas de savoir concrètement combien de personnes ont été véritablement suspendues. Donc à partir du moment où vous ne savez pas concrètement quelles sont les personnes qui ont le nombre de personnes qui ont été suspendues, c'est difficile après de savoir le nombre de personnes qui ont changé de vocation ou qui ont tout simplement fait autre chose. Pendant cette période, il y a énormément de collectifs citoyens qui se sont montés autour des soignants suspendus, mais pas que. Ces collectifs existent encore aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en lien avec eux et est-ce que, ils pourraient se faire votre relais sur le terrain? Parce que là, le travail que vous faites, il est très important et je pense que toutes les personnes, moi j'en ai autour de moi, toutes les personnes qui mènent ce combat aussi dans différents départements pourraient se joindre à vous pour essayer de récolter des témoignages, de mettre en place de nouveaux recours, etc. Alors oui, effectivement, je suis en lien avec beaucoup d'associations, beaucoup de collectifs. Je leur remercie encore une fois de me faire confiance. Ça fait toujours chaud au cœur et puis ça motive à faire du travail de bonne qualité et à maintenir ce niveau de qualité malgré les très 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 nombreuses demandes qu'on reçoit chaque jour. Donc évidemment qu'on les remercie et ces derniers se font également le relais de notre voix. Après, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, la difficulté, c'est de faire connaître l'existence de ces situations, de cette situation injuste et inhumaine qui s'est passée pendant plus de 20 mois consécutifs, au-delà du public des soignants suspendus. C'est, pour moi, le vrai combat, il est là, c'est de conquérir l'opinion publique. Et je pense que les initiatives qui sont prises par Marc Doyer ou Myriam Palamba, que je salue, sont louables parce que en engageant un combat politique, ils prennent finalement sur leur dos la responsabilité de faire connaître la cause des soignants suspendus, la cause des victimes des effets secondaires, au-delà du strict cercle des soignants suspendus et des victimes d'effets secondaires. Donc bravo à eux, j'espère vraiment qu'ils pourront faire connaître cette cause parce qu'elle me tient à cœur naturellement, et surtout parce que, je l'ai dit, les soignants suspendus ne sont que les premiers suspendus.
nous serons demain, avec l'identité numérique, peut-être tous des futurs suspendus, dès lors que nous pourrions avoir un avis divergent de la majorité en place et qu'une situation de crise permettra de justifier des restrictions massives de liberté par un simple activation ou désactivation de notre identité numérique. Et ça, je pense que c'est vraiment le vrai risque. Donc, il ne faut céder aucun terrain, et ça commence bien entendu par la défense des soignants suspendus. Est-ce que derrière cette idée de réparation, si on va plus loin, il pourrait y avoir aussi l'idée de condamnation des personnes qui ont pris ces mesures? Est-ce que ça pourrait être l'étape d'après? Et la même question que tout à l'heure, est-ce qu'on aurait les moyens d'aller jusque-là, de condamner de faire condamner les coupables? Alors, c'est pas l'étape d'après, c'est l'étape actuelle. C'est-à-dire que dans les recours en responsabilité, personnellement, je n'en fais pas, mais il y a effectivement des procédures pénales qui sont engagées et il faut les engager. Bien évidemment qu'il y a des infractions pénales qui ont été commises. Maintenant, les ministres, le président de la République, répondent à un régime de responsabilité qui est très particulier et qui est prévu par la Constitution. Et donc, dès lors qu'ils bénéficient d'une immunité au regard de la Constitution, et en cas de levée de cette immunité d'une responsabilité extrêmement limitée, jugée par une juridiction spéciale, vous êtes quasiment certain qu'à moins d'un changement vraiment profond de régime politique, il n'y aura jamais de condamnation. Parce que les règles du jeu dans lesquelles nous sommes leur permettent finalement d'échapper à toute responsabilité. La justice qui a été dévoyée, est-ce qu'elle pourrait retrouver son cours normal un jour? Je l'espère. En tout cas, je suis persuadé qu'il y a des hommes et des femmes qui, en tant que magistrats, ont un idéal de justice qui coïncide avec le mien. Et je pense que parmi mes confrères, il y a aussi des avocats qui sont sensibles à la défense des libertés fondamentales. Mais rappelons-le, effectivement, le système judiciaire a failli à sa mission. Il aurait dû être le protecteur des libertés fondamentales. Il n'est devenu finalement qu'un, qu'une chambre d'enregistrement des décisions gouvernementales et il n'a joué finalement qu'avec une très petite marge le rôle de censeur des décisions les plus détestables qui pouvaient être prises par le gouvernement. Heureusement, il y a quand même eu des décisions favorables qui ont été rendues en faveur des citoyens et notamment des soignants suspendus, mais elles sont bien minimes et surtout, aujourd'hui, moi, j'attends vraiment la justice sur la question de la réparation. Je constate qu'aujourd'hui, après plus d'un an et demi de recours engagés sur cette question indemnitaire, à l'unisson, toutes les juridictions administratives, il y a quand même 42 tribunaux administratifs en France, toutes les juridictions se sont mises d'accord pour ne pas me rendre de décision. Quand même curieux, hein, parce que vous inquiétez pas qu'ils n'ont pas attendu quasiment 20 mois à 2 ans pour me rendre des décisions de rejet, de décisions de suspension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces recours indemnitaires, ils posent une vraie difficulté sur le plan juridique. Parce que ça tient la route. Ça tient la route, pourquoi? Bah, parce qu'effectivement, si vous appliquez le droit, bah aujourd'hui, 20 mois de suspension sans rémunération, c'est effectivement considéré comme un préjudice qui est complètement anormal. Et la question de l'illégalité de la décision de suspension ou de l'illégalité de la loi, elle est assez secondaire. Puisque même si la loi est légale, même si la décision de suspension était parfaitement fondée, dès lors que ça vous cause un préjudice qui est considéré comme étant anormal, vous devez être indemnisé. Et je pense qu'il y a beaucoup de magistrats qui ont du mal à se dire qu'ils vont ouvrir les vannes et que demain, peut-être que ce n'est pas des centaines de recours, mais des milliers de recours qu'ils pourraient avoir devant leur juridiction. Et je pense qu'il y a un jeu ici avec les juridictions qui est assez malsain, qui est de dire on va attendre le 1er janvier 2025, parce que le 1er janvier 2025, une grande partie des soignants suspendus seront finalement prescrits dans leurs demandes. Ou en tout cas, une grande partie de leurs demandes seront prescrites. Ce qui va décourager finalement une partie de ces derniers à engager des recours. C'est pour ça que j'essaie vraiment de faire un grand travail de sensibilisation sur le fait que avant le 1er janvier 2025, il faut vraiment avoir engagé ces recours. C'est extrêmement important. À défaut, c'est terminé. On ne pourra plus jamais discuter par la suite d'une quelconque indemnisation. Donc c'est important d'aller au bout de cette démarche, c'est important de la faire connaître, c'est important aussi de se sensibiliser. J'ai des personnes qui regardent beaucoup le coût d'une telle action juridique, alors qu'ils devraient regarder l'investissement d'une telle action juridique. Parce que être indemnisé de 20 mois de suspension, je suis désolé, mais c'est récupérer quasiment 2 années de salaire avec les cotisations sociales et salariales qui vont avec. Ça dépasse très largement, mais ça n'est sans aucune commune mesure avec l'investissement initial que cela peut représenter. Et au-delà du caractère pécuniaire, qui est finalement assez matérialiste, vous avez derrière
le combat pour la justice. Je pense que quand on a, depuis 2 ans, un sentiment d'injustice au fond de la gorge, il ne faut pas espérer que ça va partir dans les prochains mois. C'est quelque chose avec laquelle vous allez vivre pendant tout le restant de votre vie. Donc, est-ce que vous voulez vivre avec ce sentiment d'injustice et la culpabilité peut-être de ne pas être allé au bout de votre démarche? La deuxième chose, c'est le sentiment d'impunité. On a des personnes qui ont pris des décisions et qui n'en assumeront jamais aucune responsabilité. Or, si vous faites condamner votre employeur, si vous faites condamner l'État, ne pensez-vous pas un seul instant que les personnes qui ont pris ces décisions ne se verront pas reprocher d'avoir entraîné des condamnations? Imaginez-moi un seul instant un directeur d'établissement qui serait toujours en vigueur, toujours en poste, et qui devrait expliquer à ses collaborateurs qu'il a fait l'objet d'une vingtaine de condamnations pour avoir appliqué des mesures de suspension sans rémunération. Pensez-vous vraiment qu'il va rester 1 minute de plus à son poste? Bien entendu que non. Donc, bien entendu qu'en faisant ces recours indemnitaires, vous satisfaisez aussi un principe de responsabilité. Et puis derrière, il y a aussi un principe de solidarité. En faisant ce recours, vous envoyez un signal au pouvoir public et de dire, attention, si vous vous amusez à réactiver l'obligation vaccinale, vous vous exposez à des condamnations. Parce que les soignants suspendus ne resteront pas les bras croisés et ne subiront pas, sans jamais rien dire, les conséquences d'une mesure de suspension sans rémunération. Et je peux vous assurer que si demain, on a des centaines, voire des milliers de condamnations de l'État et des employeurs pour des décisions de suspension qui ont été prises à l'encontre des personnels soignants, je peux vous assurer que si un jour ils réactivent l'obligation vaccinale, ils ne le feront jamais dans les mêmes conditions que celles qui ont été fixées par la loi du 5 août 2021. Ça, je peux vous assurer que ce sera le cas. Mais pour ça, il faut pas se placer dans une situation de victime. Je suis victime, donc je suis victime, c'est aussi accepter d'être une victime. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des choix. Et les choix, c'est de dire, soit je reste victime et effectivement j'endosse ce rôle et je ne serai jamais indemnisé. Soit à un moment donné, j'endosse le rôle d'acteur et derrière, j'essaie de combattre l'injustice, l'absence de responsabilité et je me bats pour la solidarité pour éviter que d'autres personnes subissent ces injustices. Et aujourd'hui, c'est ça qui, à mon sens, motive les combats engagés par les très nombreux soignants qui m'ont fait confiance et dont je remercie encore une nouvelle fois à l'occasion de cette émission. Il y a d'autres avocats qui ont pris la parole durant cette crise. Je pense notamment à Maître Divisio, à Maître Bruzet. Est-ce que vous êtes en lien avec eux déjà au niveau de la France? Est-ce que vous êtes également en lien avec d'autres avocats à l'international? Là, pour le coup, je pense à Rainer Fulmich. Et est-ce que du coup, une action plus large pourrait aussi faire sens? Alors, j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer Maître Brusa. J'ai déjà eu le plaisir de rencontrer également Maître Divisio et physiquement et à l'occasion de plusieurs émissions, dont à 2 reprises, il a eu le plaisir d'accepter mon invitation sur ma chaîne YouTube. Et nous avons effectivement aussi des dossiers en commun, donc c'est toujours un plaisir de travailler avec ce dernier. Mais après, effectivement, chacun mène ses actions dans son coin. Alors, c'est pas forcément, c'est pas qu'on est chacun dans notre coin, c'est qu'on échange, bien entendu, les idées. Et Maître Divisio m'a déjà inspiré à plusieurs reprises sur des recours que j'avais engagés. Je le remercie encore de partager sa connaissance et son savoir sur ces sujets. Et puis, il y a aussi, il faut le dire, hein, on ne peut pas, c'est très difficile d'être à plusieurs avocats sur un même dossier. Pour quelle raison? Le premier, c'est le coût. Être capable d'assumer l'honoraire, le coût d'honoraire de l'avocat. Alors, si vous en avez un, ça peut aller. Si vous en avez plusieurs, bon, il faut être capable derrière, effectivement, d'assumer ce coût. Donc, déjà, c'est très compliqué. La deuxième, c'est que, en tant qu'avocat, on est indépendant. Et on peut avoir des stratégies parfois qui sont un peu divergentes. Raison pour laquelle c'est toujours très difficile de pouvoir travailler avec d'autres confrères. La troisième chose, c'est que on n'a pas forcément toujours la même méthodologie de travail. Moi, je travaille beaucoup entre 21 heures et 5 heures du matin. Parce que la journée, entre 9 heures et 19h30, je fais mes rendez-vous, je fais mes audiences, je fais mes déplacements. Après 19 heures, en général, je fais les émissions comme là on est en train de faire aujourd'hui. Et après, ce soir, je vais travailler sur une partie de mes dossiers. Et c'est comme ça, c'est ma façon de fonctionner. Parce que je suis jeune, parce que je suis dynamique, parce que j'ai envie, j'ai compris que c'était aussi peut-être les dossiers de ma vie que je suis en train de traiter aujourd'hui. Et donc, j'ai envie de donner cette énergie. C'est difficile de travailler avec des confrères quand sur les horaires où moi je travaille, ils sont en train de dormir. Donc,
vous comprenez qu'il y a plein de critères à prendre en compte et qui font qu'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément le sentiment qu'on travaille sur des dossiers en commun, mais pourtant, je peux vous assurer qu'on échange ensemble et que, bien entendu, on a des synergies qui se mettent en place. Sur le plan international, vous avez parlé de Rainer Fulmich. J'étais en contact avec ce dernier de manière indirecte avec d'autres confrères parisiens avec qui j'avais mené des recours au tout début de la crise sanitaire. Et puis, par la suite, après, j'avoue que j'ai moins suivi ce qui se passait sur le plan international, pour deux raisons. Le premier, parce que, étant français, je m'intéresse surtout à ce qui se passe en France. Et la deuxième raison, parce que j'attendais un petit peu avec impatience que un signal soit envoyé, on va dire, de la part de l'étranger. J'ai eu beaucoup d'annonces, beaucoup d'effets de manche, mais j'ai eu très peu finalement de résultats. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi concrètement ce qui est fait par ces avocats à l'international. Si derrière, pour moi, ça n'entraîne pas de conséquences dans ma vie de tous les jours, bon, ben, il est vrai que j'y accorde peut-être moins d'intérêt. Donc j'ai suivi de loin, et il est vrai que j'ai pas suivi de très près les actions engagées par nos confrères internationaux. Au niveau des médecins aussi, on a eu très peu de personnes qui ont pris la parole, hein, je vous apprends rien. Est-ce que, à quoi c'est dû ça? Est-ce que, je vais formuler ma question comme ça, est-ce que les avocats, les médecins, c'est la même caste et du coup, ça protège le pouvoir? Comment est-ce qu'on explique qu'il y ait si peu de personnes qui soient engagées pendant cette crise sanitaire? Alors il y a deux choses. La première, c'est la propagande. Ne pensez pas que parce que vous êtes médecin ou parce que vous êtes avocat, vous ne tomberez pas dans la propagande. Il y a eu énormément de discussions que j'ai eues avec mes confrères, que j'ai eues avec des médecins, dans lesquelles ces derniers, parce qu'on était amis, parce qu'on se connaît d'à côté, me disent, je partage pas toutes tes idées, mais bon, je trouve que ton argumentaire est intéressant. Très bien. Quelles sont mes idées? Ah, mais je sais pas trop, j'ai pas vraiment suivi, mais bon, c'est vrai qu'on dit que tu es complotiste, d'accord? Donc tu n'es pas d'accord avec mes idées, mais en fait, tu ne connais pas mes idées. Et donc, si tu as 2 minutes, je t'explique ma démarche, je t'explique ma façon de penser, et la conclusion à la fin, c'est ah oui, c'est vrai, tu as raison, c'est pas bête, voilà. Donc, première chose, la propagande. Vous ne pensez pas par vous-même, vous pensez ce qu'on vous dit de penser. Donc, à partir de ce moment-là, que vous soyez avocat ou médecin, vous tombez dans le même exercice. C'est normal, c'est humain. Pour ne pas tomber dans la propagande, il faut bosser. Si vous bossez pas le sujet, vous tombez dans la propagande et malheureusement, tous les confrères, tous les médecins n'ont pas bossé le sujet. Parce que on a des vies avec des obligations familiales, professionnelles et que, effectivement, si vous n'êtes pas amené comme moi en tant qu'avocat à vous pencher sur le sujet, évidemment que ce sujet vous paraîtra assez lointain, que vous en aurez une très faible connaissance et que vous serez amené à penser ce que les médias vous diront de penser. Donc, déjà, ça, premier argument, ça explique une grande partie des raisons pour lesquelles les avocats, les médecins ne se sont pas offusqués de ce qui s'est passé et n'ont pas trouvé anormal les mesures qui ont été prises. La deuxième chose, vous avez parfois la réputation, l'honneur. Nombreux de mes confrères ont des intérêts économiques, des intérêts dans certaines loges, des intérêts dans certains groupes qui expliquent les raisons pour lesquelles ils n'ont pas souhaité manifester publiquement leur manière de penser. Parce que quand vous avez un très gros client qui vous fait vivre votre cabinet et que vous ne connaissez pas forcément sa position sur la question de la crise sanitaire, vous ne pouvez pas économiquement prendre le risque d'exprimer ouvertement votre avis. Autrement, sauf à risquer, bien entendu, de perdre ce client. La chance que j'avais, c'est qu'avant la crise sanitaire, j'avais très peu de clients. Très peu de clients et finalement, j'étais très libre économiquement. C'est ça qui m'a permis facilement de pouvoir prendre la parole. Mais je sais bien que beaucoup de mes confrères sont venus me voir aux audiences en disant bravo, merci d'avoir pris la parole, on pense comme toi, mais on ne peut pas s'exprimer ouvertement sur le sujet parce que nous, on a des collectivités, on a des grosses entreprises et si on s'amuse à faire ça, on risque de les perdre. Donc, pour les médecins, c'est pareil. Toujours dans cette question d'intérêt économique ou d'intérêt, groupe d'intérêt plus ou moins obscur, vous avez également le qu'en dira-t-on, la réputation. Parce que dès que vous commencez à critiquer le pouvoir et que le pouvoir considère que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui ne sont pas des opposants politiques, mais des complotistes, bah, c'est tout à fait différent. Être traité de complotiste, c'est vous empêcher de vous exprimer parce que dans tous les cas, comme on ne peut pas critiquer les idées que vous véhiculez, on préfère critiquer le messager. Et on va le reconnaître, on n'a pas envie de passer pour un complotiste.
C'est jamais agréable de passer pour un complotiste. Et comme je vous l'ai dit, la propagande, les gens ne pensent pas ce qu'ils pensent véritablement, ils pensent ce qu'on leur dit de penser. Donc, si les médias leur disent, tous ceux qui critiquent la politique sanitaire sont des complotistes, bah, il va falloir que vous arriviez à débattre avec eux, à faire connaître votre avis et les amener à eux-mêmes changer d'avis sur le sujet. Autant vous dire, c'est quasiment une mission impossible si les personnes ne sont pas du tout ouvertes à la discussion. Donc, vous allez vous fâcher avec vos amis, vous allez vous fâcher avec vos collègues, vous allez vous fâcher avec votre famille. C'est beaucoup d'emmerdes pour très peu, franchement, très peu d'intérêt. Donc c'est la raison pour laquelle il y a eu une omerta aussi importante de la part de mes confrères et de la part des médecins. C'est pour ces trois raisons. Si demain on devait conduire une refonte de la justice, quelles seraient vos propositions? Ouais, il faudrait revoir tout le système là. Il faudrait revoir tout le système parce que déjà, il faut, à mon sens, il faut une responsabilité de la part des magistrats. Une responsabilité, bien sûr, réservée aux fautes les plus lourdes. Mais on ne peut pas considérer qu'on a une irresponsabilité absolue parce que la déresponsabilisation, c'est ce qui empêche aussi un certain nombre de magistrats de ne pas être capables de faire correctement leur travail. Et je suis désolé, mais il y a quand même des moments où les magistrats ne font pas correctement leur travail. Et comme dans n'importe quelle profession, ils devraient pouvoir être sanctionnés si effectivement ces derniers commettent des fautes lourdes dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Aujourd'hui, au nom du principe de l'indépendance, on considère qu'ils ne peuvent pas être sanctionnés. Je ne suis pas sûr que l'indépendance doit, bien entendu, être l'équivalent d'une totale irresponsabilité. La deuxième chose, c'est qu'il faut beaucoup plus de variété dans le recrutement des magistrats. Il faut un socle de connaissances juridiques, évidemment, mais il ne faut pas que les magistrats soient issus des mêmes castes sociales. Parce que quand vous êtes issus des mêmes castes sociales, vous avez la même façon de penser. Et quand vous avez la même façon de penser, et finalement, vous êtes peut-être moins sensible à un certain nombre de situations que vous allez être amené à juger. Et ça, je pense qu'effectivement, il y a un manque de variété dans le recrutement et il y a un conditionnement des magistrats à une manière de penser. Je pense qu'il faut des esprits un peu plus libres que ceux qu'on a aujourd'hui. On a des magistrats qui peuvent vous écrire le contraire de ce qu'ils pensent sans rechigner. Je, je pense que pour une indépendance de la justice, il faut qu'il y ait des magistrats qui soient capables de pouvoir faire dissidence au sein des juridictions et qui soient capables, même en faisant dissidence, de ne pas avoir leur carrière ralentie. Et aujourd'hui, bien évidemment, il y a des carrières qui pourraient être ralenties si les magistrats étaient amenés à écrire ce qu'ils pensaient vraiment dans les décisions de justice. Et ça, pour moi, bah, c'est la négation de l'indépendance. Donc, changer effectivement l'irresponsabilité totale, changer évidemment la question du recrutement et du conditionnement social des magistrats. Troisièmement, changer peut-être les modalités du recrutement. On a parlé des conditions sociales, des modalités. Il y a des magistrats dans certains pays qui sont élus. Est-ce que ça en fait des moins bons magistrats? Je suis pas persuadé. Je pense que ça peut être effectivement ça peut être en tout cas un magistrat intéressant, enfin en tout cas une modalité de désignation intéressante des magistrats qui pourrait justement apporter un peu de sang neuf et un peu de caractère révolutionnaire au sein des juridictions. Le juge est quand même amené à appliquer la loi au quotidien et donc il est amené à créer des règles de droit. Bien évidemment que si la personne qui crée les règles de droit appartient au même régime politique, au même parti politique que les personnes qui sont amenées à les appliquer ces lois ou à les créer, il y a un problème. Et je pense qu'évidemment, en ayant peut-être des modalités de recrutement qui seraient différentes, on aurait une plus grande variété des idées et des esprits au sein des juridictions. Et je pense que l'indépendance et l'impartialité doit passer par une variété et une dissonance des idées au sein même des juridictions. C'est pas normal que dans les juridictions, tout le monde pense la même chose. On devrait systématiquement avoir des magistrats qui ne doivent pas être d'accord. Être d'accord, c'est le contraire enfin, c'est la négation de rendre une bonne décision. Il faut de la contradiction et il faut effectivement des débats. Et je trouve, pour avoir bossé en juridiction pendant 6 mois, je trouve qu'il y avait effectivement des magistrats qui étaient beaucoup trop d'accord entre eux. J'ai reçu il y a quelque temps sur ce podcast une personne qui a parlé de la validation des acquis de l'expérience et qui me disait notamment que c'était un outil intéressant pour amener dans un corps de métier des personnes qui pensaient différemment parce que du coup on va avoir des professionnels qui sont pas formés au même endroit, qui ont une autre manière de penser. Est-ce que dans la justice c'est possible ça? Est-ce qu'on peut accéder à un métier de la justice via une VAE? Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit possible d'y accéder par une VAE?
Alors c'est tout à fait possible, hein. D'ailleurs, dans les juridictions administratives, vous avez souvent des magistrats qui proviennent de d'autres corps de l'administration, hein. Vous avez des magistrats qui viennent de l'éducation nationale, par exemple. Donc, effectivement, c'est tout à fait possible. Maintenant, le problème, c'est que ce sont des agents publics qui viennent dans l'administration. Et concrètement, c'est toujours très difficile, par exemple, de parler d'indemnisation d'une activité commerciale quand vous-même, vous n'avez jamais eu d'activité commerciale. C'est très difficile d'avoir des élus, par exemple, qui comprennent les conséquences économiques de leurs décisions quand eux-mêmes ont fait carrière dans l'administration et n'ont jamais eu des responsabilités administratives ou financières au sein d'une société. Et je pense que c'est pareil pour les magistrats. Je pense il faudrait effectivement une plus grande variété dans le recrutement parce que, encore une fois, même si on a des agents qui proviennent de d'autres administrations, ça me paraît compliqué d'être amené à juger de la vie de vos citoyens si vous-même, vous n'avez qu'une toute petite idée de ce que peut être la vie de ces citoyens. Ouais, ça reste des bureaucrates, quoi, finalement, pour la plupart. Pas tous, mais effectivement, il y a quand même une certaine homogénéité quand même dans les juridictions administratives et judiciaires. Oui, ça provient des mêmes milieux sociaux, ça vote de la même manière, ça a les mêmes idées. Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui, je pense, de la justice, c'est qu'on est trop d'accord entre nous et on vient tous un peu des mêmes milieux. Je me mets dedans aussi, hein, il y a pas de souci. Mais je pense qu'on y gagnerait effectivement à avoir des personnes issues de la société civile, de la vraie vie en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la Constitution pour qu'une loi telle que celle du 5 août 2021 ne soit plus possible? Alors moi, je le disais il n'y a pas très longtemps, je pense que je vais l'écrire, ça fera l'objet d'un article. Les règles, elles sont bien écrites. Les règles de la de la cinquième République, si vous les reprenez dans la Constitution, elles sont bien écrites, hein. Franchement, il y a rien à dire, hein. On reprend les erreurs des quatre premières constitutions et concrètement, les règles, si on les applique à la règle, elles sont très bien, hein. Il y a une séparation des pouvoirs, séparation souple qui empêche les blocages. Le président de la République doit être un arbitre au-dessus des partis, il doit donc penser à l'intérêt général. Le Premier ministre est responsable devant le Parlement peut être dissous. Donc, j'ai envie de dire, il y a tout ce qui doit bien fonctionner qui est présent dans la Cinquième République. Mais ce sont les hommes qui animent ces institutions qui, en réalité, l'empêchent de correctement fonctionner. Déjà, parce que le président de la République n'est plus un arbitre, mais il est un capitaine, et donc, il représente un parti. Comme il représente un parti, il est insusceptible de prendre les décisions nécessaires à l'intérêt général, parce qu'il y a toujours des fins électoralistes derrière. Et comme on a des gens également qui font carrière dans l'administration, on a des gens qui confondent très facilement l'intérêt privé avec l'intérêt général. Vous ne devriez jamais pouvoir faire carrière dans l'administration. Et si vous faites carrière dans l'administration, notamment avec des responsabilités politiques, vous devriez faire vœu de pauvreté, parce que cela ne devrait rien vous rapporter. Or, aujourd'hui, combien de milliardaires vous avez dans le gouvernement? Des gens qui ont fait toute leur carrière dans l'administration. Comment peut-on être millionnaire quand on a effectivement fait sa vie dans l'administration? C'est une situation qui est complètement anormale. Alors on vous dira oui, mais en même temps, il faut de l'expérience. Mais pas de problème. L'expérience administrative, c'est l'administration. Il y a toujours une administration qui fonctionne, mais les personnels politiques qui sont amenés à devoir prendre des décisions, à mon sens, ne devraient pas faire carrière dans l'administration. On ne devrait pas penser à faire une carrière dans la politique. Aujourd'hui, on peut faire une vie dans la politique sans jamais avoir travaillé. Ça me paraît totalement choquant. Les règles sont bien écrites, mais les hommes amenés à les appliquer sont effectivement empêchent le système de bien fonctionner. Donc, avant de changer la Cinquième République, passer à une sixième République, en fait, il faut, malheureusement, je pense, il faut changer tout le personnel politique. Tout comme les rois ont été désignés comme étant indignes à pouvoir un jour gouverner la France, tous les personnels politiques aujourd'hui qui ont contribué à son effondrement devraient aujourd'hui être indignes à vie et pour les générations futures à pouvoir prendre la responsabilité de charges politiques. Si on veut changer effectivement la politique, on doit en faire en sorte que toutes les personnes qui nous ont gouvernés ces 50 dernières années et qui ont conduit aujourd'hui à l'effondrement de la France, ou en tout cas à sa rétrogradation sur le plan international, ne puissent plus jamais, et pour les générations à venir, avoir de responsabilité politique. Et c'est la condition sine qua non pour qu'effectivement le régime politique, qu'est la Cinquième République ou la Sixième République, puisse effectivement correctement fonctionner. Si vous ne commencez pas par ça, c'est impossible que cela fonctionne correctement. Impossible. Parce que vous reprendrez les mêmes,
et avec les mêmes, vous aurez les mêmes résultats. Mais il y a pas des failles dans le texte, parce que si c'est un problème de personne et pas d'écrit, enfin, je veux dire, c'est l'écrit qui prévaut normalement. Là, Et si les personnes arrivent à contourner, c'est qu'il y a des failles. c'est les hommes amenés à devoir appliquer ces règles qui sont la faille. Si vous reprenez la Cinquième République, liberté, égalité, fraternité, il n'y a pas de passe vaccinal. Enfin, je veux dire, à aucun moment, c'est même possible d'envisager une telle discrimination pour motif de santé. Je veux dire, les textes sont là, les textes nous protègent, il n'y a pas de problème. Mais si les personnes chargées d'appliquer ces textes et de voter les lois sont animées par une mauvaise volonté et sont décidées de gré ou de force à vous injecter un produit expérimental dont on ne connaît pas encore à l'époque les effets secondaires, puisqu'on les a mesurés après, et pour lesquels finalement l'efficacité a été sans cesse rediscutée, si bien qu'aujourd'hui on est tous à peu près d'accord pour dire ça n'empêche pas d'être contaminé et ça n'empêche pas la transmission, eh bien forcément que vous aurez un problème. Parce que les textes étaient là pour nous protéger. Les juridictions chargées d'appliquer ces textes censés nous protéger étaient là. Mais les personnes qui ont animé ces institutions étaient effectivement des personnes qui n'avaient pas la volonté de faire appliquer correctement les textes censés protéger nos libertés fondamentales. Avant de conclure, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui fait du coup que vous n'ayez pas cédé, vous n'ayez pas été pris dans cette propagande? Je vous demandais en introduction si vous pensiez qu'une telle loi était possible avant de le vivre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une petite étincelle chez vous qui vous a fait dévier de la doxa? Alors, il y a plusieurs choses. La première, j'ai toujours eu une très grosse difficulté avec l'autorité. Mais donc ça a commencé depuis ma plus tendre jeunesse. J'ai du mal à faire ce qu'on me dit de faire. Je suis un esprit rebelle. C'est comme ça. Donc déjà, quand on me dit effectivement assis, couché, debout pour boire mon café, euh, dans mon ADN le plus profond, ça me pose un problème. La deuxième chose, le 17 mars 2020 à midi, nous sommes confinés. Le 17 mars 2020 à 11 heures, je perds ma collaboration. C'est-à-dire que l'unique source de revenus que j'avais va disparaître parce que je vais être suspendu le temps du confinement, parce que pour des raisons économiques, on ne savait pas ce que ça allait devenir, on ne savait pas effectivement combien de temps ça allait durer, on ne savait pas finalement comment les mesures prises par le gouvernement allaient avoir un impact sur l'activité économique du cabinet dans lequel je travaille. Et la troisième chose, c'est que immédiatement, dès les premiers jours, j'ai commencé à travailler et à me questionner sur la question de la crise sanitaire. Tout de suite, j'ai commencé donc à analyser les textes, à travailler dessus, et tout de suite, j'ai eu mes premiers clients institutionnels qui ont commencé à me dire, OK, maître, on est d'accord avec vous, il y a un problème, on va vous suivre et on vous finance vos actions juridiques. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé effectivement à, d'une part, devoir prendre mon envol, puisque à partir du moment où vous n'avez plus aucune sécurité financière, finalement, il n'y a plus rien qui vous retient et vous empêche de pouvoir prendre librement les positions que vous voulez prendre. Je n'ai aucun conflit d'intérêt, je n'ai aucun institutionnel, aucun client en tout cas qui pourrait me reprocher mes positions prises durant la crise sanitaire. Je n'appartiens à aucune loge, je n'ai aucun groupe d'intérêt qui pourrait diverger avec mes positions, donc je suis totalement libre. La deuxième chose, c'est que j'ai énormément de temps, puisque évidemment, comme je suis avocat suspendu pendant la crise sanitaire et que tout le monde fait des gâteaux pendant que moi, je suis en train de me poser la question de savoir comment, à la fin du mois, je vais être capable de faire face aux quelques charges. Heureusement, je n'avais pas un mode de vie très, très dépensier, aux quelques charges que j'avais mensuellement. Finalement, ça me donne du temps pour réfléchir, pour me questionner et puis pour commencer à faire mes premiers recours. Et forcément, quand vous commencez à travailler un sujet, plus vous commencez à le bosser, plus vous devenez un spécialiste de ce dossier, de ce sujet, et plus vous vous rendez compte qu'en réalité, effectivement, il y a quand même une histoire qui ne colle pas avec la réalité. On vous parle effectivement d'une crise sanitaire, et en même temps, les chiffres, la réalité ne correspondent pas à ce que vous pourriez être en droit d'attendre. On est en train de vous dire qu'on va bloquer tout le pays, mais à ce moment-là, vous avez 900 morts. Alors, je dis pas que les 900 vies sont pas importantes, c'est pas ça. Mais corrélativement, il n'y a pas significativement un taux de mortalité qui est tellement important que ça justifiait de bloquer les 66 millions de Français et de les endetter à plus de 3 000 milliards 2 ans plus tard. Et c'est juste ça, où vous vous dites, OK, il y a une incohérence en fait entre ce qu'on est en train de nous raconter
et ce que je suis en train de voir. Et dès le début, quand vous commencez à vous rendre compte de cette incohérence, bah, c'est fini. Votre esprit, une fois qu'il prend une forme différente parce que vous allez l'alimenter, votre esprit ne reviendra jamais à sa forme initiale. Quoi que vous y fassiez, quoi qu'on puisse vous raconter à la télé, vous ne pourrez plus jamais croire ce qu'on est en train de vous raconter. Parce que vous voyez bien qu'il y a une dissonance cognitive entre ce que vous voyez et ce qu'on est en train de vous raconter. Et je pense que c'est comme ça que je me suis retrouvé, effectivement, par des circonstances de la vie dans ce processus de contestation des mesures sanitaires. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire sans sourciller, je pense que ce sont les combats juridiques de ma vie en tant qu'avocat. Je ne pense pas que j'aurai des combats plus importants dans les 30 prochaines années. Ou en tout cas, s'il y en a des plus importants, j'aurais eu la chance d'en vivre au moins des aussi faramineux que ceux de la crise sanitaire. Parce que nous ne sommes qu'au tout début des actions juridiques qui seront engagées à l'encontre de l'État et de toutes les personnes qui ont participé à cette politique sanitaire. Si vous aviez le pouvoir de changer le monde, si vous aviez une baguette magique, par où est-ce que vous commenceriez? Oh, la connaissance. Je pense que le premier mot de nos soucis, c'est l'ignorance. Parce que si nous avions des citoyens éclairés en France, jamais les mesures sanitaires prises à notre encontre n'auraient pu prospérer. Et c'est l'ignorance qui a conduit à cette situation, parce que je vais revenir à cette anecdote. David, moi, je suis pas d'accord avec tes idées. Ok, c'est quoi mes idées? Je sais pas. Voilà, l'ignorance. Parce que cette ignorance-là, elle est coupable. Parce que l'ignorance, encore plus lorsqu'il s'agit d'un avocat qui est capable de vous dire, je suis pas d'accord avec vous, mais en plus, je connais pas vos idées, elle est vraiment coupable. Et ce qu'un avocat est capable de faire, imaginez-le bien, un citoyen lambda est tout à fait capable de tomber dans ce stratagème et de se faire avoir par cette propagande. Et je pense que que l'ignorance est vraiment la cause principale de tous nos malheurs. Et c'est la raison pour laquelle, avec ma chaîne YouTube David Guillaume Avocat, je cherche à diffuser le plus possible de la connaissance juridique, pour aider les citoyens à pouvoir réfléchir sur leurs droits, sur la démocratie, son fonctionnement, pour les amener finalement à avoir leurs propres outils pour pouvoir réfléchir et s'interroger lorsqu'effectivement des mesures juridiques sont prises à leur encontre. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour votre travail. Merci pour cet échange. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. J'espère que l'échange vous aura passionné autant que moi et qu'il vous aura appris des choses. Pour ma part, j'en retiens. Tout d'abord, que Maître Guyon invite les soignants suspendus et toutes les personnes qui soutiennent et ont soutenu leur cause à continuer de se fédérer, car il n'y a que de cette façon qu'une indemnisation sera possible. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui découvrent que cet apartheid a eu lieu et qu'il est donc nécessaire de conquérir l'opinion publique. Il n'y a qu'en continuant à militer et en fédérant des parlementaires autour de cette cause que nous pourrons obtenir réparation pour les préjudices causés. Si nous ne le faisons pas, non seulement nous ne récupérerons pas les droits perdus, mais en plus, nous enverrons au pouvoir le signal qu'il peut continuer à mettre en place des mesures liberticides en toute impunité. Ensuite, que les avocats, comme les médecins et comme finalement de nombreux corps de métier, sont tenus par leurs intérêts, ce qui est déjà à mon sens une forme de corruption, mais là n'est pas la question. Maître Guyon nous rappelle que pour ne pas tomber dans la propagande, il est important de creuser les sujets, d'effectuer ses propres recherches. Ce qui a été dit dans Rideau Rouge à plusieurs reprises, mais il est toujours bon de le rappeler. Faire ses recours permettra également de mettre toutes ces personnes qui ont agi dans leur intérêt propre ou par peur de représailles devant leurs responsabilités. Enfin, que s'il devait y avoir une réforme du système judiciaire, celle-ci devrait inclure la possibilité de sanctionner les magistrats, plus de variété dans le choix des magistrats et de nouvelles modalités de recrutement. Pour Maître Guyon, il faut qu'il y ait des personnes de la société civile, car il n'y a que comme cela que nous éviterons de tomber dans la bureaucratie, avec des magistrats qui ne comprennent pas ce que les gens vivent, mais prennent tout de même les décisions. À ce sujet, Maître Guyon nous dit également que les règles sont plutôt bien écrites et que le problème ne vient donc pas des textes, mais des personnes qui les appliquent, de leur volonté de puissance et de leur corruption. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Maître Guyon.
Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.